Monsieur le Président de la Commission culturelle de l'EPFL, Mesdames et Messieurs les doyens, Mesdames et Messieurs les professeurs de l'EPFL, chers étudiants, chers artistes, chers invités, c'est sous le signe du jeu que l'EPFL inaugure le semestre de printemps, le signe du jeu mais aussi de l'architecture, grâce à Madelon Vriesendorp, artiste présente parmi nous ce soir. Nous sommes ici pour contempler une sculpture qui est aussi un jeu d'échecs et imaginer déjà les parties passionnantes que nous pourrons bientôt entreprendre. Installé au Rolex Learning Center, le chess game est une œuvre d'art relationnelle, pour reprendre une terminologie de l'art contemporain, qui accepte qu'on la touche avec délicatesse, qu'on la manipule avec soin et dont on peut déplacer les pièces avec retenue. Sur un damier, les gratte-ciels modernes, les tours noires et blanches, géométriques, et post-modernes, les tours aux formes éclatées et colorées, engagent la partie. Madelon Vriesendorp, avec humour et joyeuse désinvolture, déplace sur la scène du jeu les combats réels menés par les différentes idéologies architecturales qui s'affrontent depuis les années 60. Les architectes, Jacques Lucan et Tim Rinertz, tout à l'heure, vont nous en dire un peu plus sur cette métaphore. Pour les affaires culturelles et artistiques de l'EPFL, la question a été, outre le fait que la présence de cette œuvre entre en relation directe avec une des facultés de l'école, la question a été donc de construire une signification un peu plus globale à cette œuvre. Nous nous sommes demandé que peut signifier la présence d'une sculpture jeu d'échecs à l'EPFL. Il nous a semblé que le jeu d'échecs possède des caractéristiques qui font écho à celles d'une université. Le jeu d'échecs est une activité à la fois libre et réglée, dont on ne connaît pas l'issue et qui établit le principe d'incertitude. La pièce du jeu déplacée par le joueur bouleverse l'équilibre précédent en proposant une situation nouvelle qui doit être examinée. Un coup joué ouvre un large éventail de possibles, il y a de l'imprévisible. Et encore, codé par un ensemble de règles définies, le jeu d'échecs met en place un rituel qui offre une infinie liberté d'action et d'intervention. Un processus, une procédure, une méthode sont nécessaires au jeu d'échecs, comme à la recherche. In fine, il faut trouver la bonne combinaison. C'est cela qui passionnait précisément l'artiste qui incarne la modernité du XXe siècle, Marcel Duchamp, grand et célèbre joueur d'échecs. Le jeu d'échecs équilibre aussi la prise de risque et la retenue, le coup d'éclat et le travail. Il aiguise l'esprit de compétition, mais pour un acte gratuit. La présence du chess game au Rolex Learning Center résulte d'une rencontre entre plusieurs partenaires. Proposée par la galerie Lucy McIntosh, dont nous entendrons tout à l'heure la directrice, qui représente l'artiste Madelon Vriesendorp, le chess game est une œuvre conçue pour la Biennale d'architecture de Rotterdam en 2009 par Madelon Vriesendorp en collaboration avec Kees Christianse, architecte néerlandais qui a travaillé à l'OMA, l'Office for Metropolitan Architecture, et qui dirige aujourd'hui le département d'architecture et de design urbain de l'ETHZ. Le chess game a été produit par le département d'architecture et de fabrication digitale de l'ETHZ sous la direction du professeur Mathias Koller et Fabio Gramazio. Madelon Vriesendorp, vous avez fait le voyage aujourd'hui de Londres à Lausanne. Vous êtes connu d'abord pour la couverture du célèbre ouvrage de Rem Koolhaas, Delirious New York, publié en 1978. D'origine néerlandaise, vous avez étudié à Amsterdam à la Rietveld Academy ainsi qu'à Londres. Dans les années 70, vous quittez Londres pour New York et y confondez l'OMA. Dans les années 1980, vous revenez à Londres et vous enseignez l'art et le design dans plusieurs écoles. Vous développez une recherche artistique plus personnelle. Dans les années 2000, vous créez des installations d'objets appartenant à différents mondes. Des cartes postales, collectionnées avec Rem Koolhaas pendant les années new-yorkaises et photographiées par votre fille, des bibelots, figurines et gadgets en matériaux divers mis en scène dans des dispositifs rappelant les cabinets de curiosité, des sculptures naïves de personnages et d'animaux
composant un monde parallèle au nôtre. C'est dans ce contexte que vous avez créé le Chess Game. Au nom des affaires culturelles et artistiques, je vous remercie d'être à l'EPFL ce soir et je vous invite aussi à prendre la parole. Thank you to be in Lausanne tonight and I invite you to speak about the Chess Game. Madelon Brisendorf. I find it very hard to speak about chess games because I don't play chess. But this is an incredible, great happening for me, and I must thank the two very inspired and inspiring people, Cyril and Lucy, for organizing all this. It's fantastic to be in this building, which is an amazing landscape, to have your design end up in such a beautiful surroundings and landscape, and people already running around probably will be destroying it, but that's our problem. Very exciting to people who using it, and it's difficult to talk about the origin of the chess game. Kees asked me to come and help him with this chess game for the Biennale in Rotterdam, and I said, well, I don't play chess, what do you want? So he said, let's just think about it and make it an architectural chess game as it's for the Architecture Biennale. And I made some drawings, and when I came to Zurich, it turned out that all these drawings couldn't be done by this unbelievably diabolical machine that they had, which is an enormous sort of like crane, and all the crane has at the end of his arm, it's got a little thing that goes around. So I thought, why do you need such a fantastically big machine? But obviously this machine can translate any drawing because it has a brain. So this machine is a brain with a tiny little finger that can do things. So we couldn't make square windows, which I wanted, and so we had to have round windows because it can only go round. So we had to really completely redesign, and with the help of Kees, we redesigned the whole chess game towards what this machine could do. So this obviously is the result. So the concept is old, classic, modernism, and new, anything goes modernism. So we have the iconic, colorful, and the very dour, you could say, classical modernist. So all of you can go there and fight it out between the two. So this is all I really can say about it. And I want to thank Kees for starting it all, and he's not here sadly. But there's Tim, who I have to thank Tim. And he will bring it back to Kees. Thank you very much. Nous avons plusieurs orateurs de marque ce soir et j'invite le professeur Jacques Lucan à venir nous dire quelques mots peut-être sur l'architecture, donc professeur, architecte, théoricien et qui enseigne à l'ENAC. Merci. Quelques mots, pas trop. Peut-être rappeler, je suis un peu gêné parce qu'il faut que je pose ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il y a bien quelques-uns d'entre vous qui n'ont pas nécessairement vu cette couverture de l'édition originale de Muir Délire, qui aujourd'hui est disponible, mais en collection, disons, paperback. C'était une très très grande surprise en 1978, lorsque, d'abord le livre parut, évidemment, et aussi parce qu'il possédait un certain nombre d'illustrations, dont cette couverture assez extraordinaire, qui s'appelait comment, et qui avait été dessinée quelques années auparavant, en 1975, par Madelon, et qui s'appelait Flagrant délit. Flagrant délit de quoi? D'un adultère, bien sûr, entre deux gratte-ciel
qui se trouvait couché sur ce lit. On reconnaît bien sûr le Chrysler Building et on reconnaît l'Empire State Building. Et sous l'œil de qui? On ne le voit pas bien dans la couverture, mais sous l'œil du Rockefeller Center. C'est lui qui découvre évidemment l'adultère. Alors ça fait très rêver, ce dessin. Il faisait très rêver parce qu'il annonçait déjà ce qui allait sans doute se trouver dans ce livre, cette histoire. Et dont plusieurs illustrations sont effectivement dues à Madelon. Alors aujourd'hui, on est dans une autre situation, mais en même temps, au fond, on est face à un damier, à une grille, comme avec des gratte-ciel comme à New York, sur une grille. Cette grille est permanente, elle ne bouge pas. Et l'occasion avait été donnée à Madelon par Kees, ça a été rappelé tout à l'heure, Kees à l'occasion de la Biennale d'architecture de 2009 à Rotterdam. Kees, il est architecte, il est professeur à Zurich, mais c'est aussi l'un des premiers à avoir appartenu à l'OMA lorsque l'OMA est retourné s'installer à Rotterdam. Et de ce jour, je pense qu'une assez grande amitié a lié Kees et Madelon, et c'est un peu aussi cette amitié qui explique que Kees ait demandé de faire cette installation à l'occasion de la Biennale. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire, cette installation? C'est évidemment que c'est une métaphore. Et pour... j'en ai parlé dimanche dernier avec Kees, qui n'était pas ici, qui était à Singapour, où il est là-bas pour l'école polytechnique de Zurich. Et il m'a dit tout de suite, c'est une métaphore de l'urbanisme contemporain. Voilà, et au fond, c'est, comment dire, le sens ou la signification possible de cette installation, elle se trouve du côté de cette métaphore. Sur un damier, il y a des bâtiments pions, qui peuvent bouger, qui peuvent se battre les uns contre les autres. Mais ils sont un peu particuliers puisqu'il y a deux types de bâtiments. Il y a des bâtiments gris et noirs. Ça, c'est les bâtiments modernes, les bâtiments qui appartiennent au modernisme. Et puis en face, il y a les bâtiments colorés qui sont évidemment qui font beaucoup plus songer à un certain nombre de productions postmodernes de ces 20-30 dernières années. Donc c'est cette espèce d'opposition à laquelle on assiste. Qu'elle soit plus loin, alors c'est déjà une interprétation, je pense, parce que je pense aussi que cette installation, elle est évidemment sujette à interprétation, et le positionnement même des différentes pièces que l'on pourrait mettre sur le damier pourrait donner lieu à des interprétations différentes. Je pense que Madelon a fait d'autres jeux du même type, qui étaient, comme on pourrait dire, interactifs, et dont la signification était, au fond, tirée de celui qui regardait le jeu se faire. Et là, Kees lui dit, à un moment, les pièces grises sont plutôt masculines, les pièces colorées sont plutôt féminines, organiques, féminines. C'est une interprétation effectivement possible, puisqu'on sait que les femmes sont généralement habillées de façon peut-être un peu plus colorée que les hommes, surtout aujourd'hui, tel que je me présente. Alors, je voudrais faire deux remarques, enfin peut-être trois. Le déplacement des pièces produit, évidemment c'est la métaphore de l'aménagement urbain contemporain. Au fond, les pièces sont peut-être quasiment interchangeables, même si, évidemment, dans un jeu d'échecs, elles suivent un cheminement particulier à chaque fois. Mais du moins, ces pièces, elles peuvent occuper différentes places, mais sur un même domaine qui est celui du damier. Au fond, dans la ville d'aujourd'hui, est-ce que c'est pas de la même manière comme cela? Alors, le déplacement des pièces aussi, ça fabrique une espèce de danse, un ballet. Et là, au fond, ça rappelle assez immédiatement, enfin du moins pour moi, une des choses aussi qu'on trouve dans New York Délire, et qui est ce fameux ballet que les architectes new-yorkais avaient fait pour un bal le 23 janvier 1931 à l'hôtel Astor sur Broadway, et 44 architectes s'étaient déguisés en gratte-ciel. Évidemment, qu'est-ce qui pouvait les distinguer? C'était pas trop leur habit, c'était ce qu'ils portaient sur la tête. Une espèce de chapeau qui était la représentation du bâtiment qu'ils avaient eux-mêmes chacun conçu,
c'est-à-dire les gratte-ciel qui étaient effectivement dans la ville de New York. Et ils étaient là sous le regard des spectateurs qui assistaient à ce bal et à ce ballet. Parmi ceux-là, il y en avait un qui était plus exceptionnel que les autres, c'était, comme par hasard, William Van Allen. William Van Allen, c'est qui? C'est l'architecte du Chrysler Building. Il portait un extraordinaire chapeau, un extraordinaire couvre-chef qui représentait ou qui était la copie miniature quasiment exacte du sommet du Chrysler. Alors si je dis ça, c'est que, au fond, ce bal, Colas, il disait de ce bal, il est clair que ce sont les lois du bal masqué qui ont régi l'architecture de Manhattan. Ce sont les lois du bal masqué qui ont régi l'architecture de Manhattan. Est-ce qu'on ne peut pas se poser la même question, non pas par rapport à Manhattan aujourd'hui, mais plutôt par rapport à toutes les grandes métropoles européennes et sans doute mondiales? Est-ce que ce n'est pas aussi les lois du bal masqué qui régissent l'architecture que l'on voit évidemment à Londres, à Rotterdam ou à Dubaï, bien sûr, non, ou Shanghai, ou des grands lieux de ce type? Alors si je dis ça aussi, c'est que les lois du bal masqué, c'est quoi? C'est au fond que chaque costume affiche une espèce de singularité très forte. Il faut être absolument original dans un bal masqué. Mais en même temps, au fond, le costume, qu'est-ce qu'il cache? L'identique. Ce qui est derrière, c'est quasiment identique toujours. Et donc c'est ce jeu-là qui est toujours, à mon avis, celui qui est celui de l'aménagement contemporain, de l'architecture ou de l'urbanisme contemporain, pour une part. Bien, la deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que, évidemment, il ne pouvait pas y avoir flagrant délit dans ce bal masqué que j'évoquais là de 1931, parce que le Chrysler, il était terminé depuis 2 ans, et l'Empire State Building, il n'était pas encore tout à fait terminé. Donc, au fond, ça n'est qu'après que l'on peut faire ce dessin, beaucoup plus tard, comme l'a fait Madelon quelques dizaines d'années plus tard. Et puis, dernière remarque, au fond, bientôt, ce jeu d'échecs, peut-être qu'on pourra aussi l'avoir chacun chez soi, puisque, d'après ce que m'a dit Kess, il y avait le projet de réaliser ce jeu en miniature. Et à partir de ce moment-là, évidemment, ça deviendra pas simplement quelque chose qui sera de l'ordre d'une installation, mais ce sera peut-être un jeu aussi qui servira à une espèce d'introspection. Madelon, j'ai lu qu'elle l'avait dit dans une interview, « J'adore les choses que je ne comprends pas ». Ça, c'est, je pense, extraordinaire pour un artiste, parce que, au fond, si on comprend tout, et comme on est dans une école polytechnique, je le dis un peu exprès, si on comprend tout, très rapidement, on s'ennuie, non, et on ne cherche plus rien. Donc, le fait d'avouer ou de poser vraiment explicitement qu'il y a des choses que l'on ne comprend pas, au fond, c'est peut-être l'enjeu intellectuel le plus fort et le plus intéressant, et je pense aussi pour des étudiants d'aujourd'hui. Alors, dernière petite chose, cette part de mystère, cette part d'inquiétude, cette part de... Au fond, quand on aura le jeu chez soi, c'est plutôt pour chercher quelles sont les significations des relations que pourraient entretenir ces différentes pièces, sachant qu'on peut attribuer à chacune d'entre elles, chacun pour soi, une signification particulière. Merci Madelon pour cette très belle installation. Merci, professeur Jacques Lucan. J'invite maintenant Tim Rines, architecte, chercheur au département d'architecture et de design urbain de l'ETHZ, à venir prendre la parole. C'est un proche collaborateur de Kees Christiansen. Good evening, and thank you very much for the invitation. My boss is in Singapore, and usually I wouldn't say that this is a good thing, because actually I have a very good personal and professional relationship with Kees Christiansen, but concerning the chess game, I have to say it's in a way it's a little bit ironic that I am the one who should present it in behalf of Kees, because 1.5 years ago I was working together with Kees as curator of the International Architecture Biennial in Rotterdam,
It was just a couple of weeks before the opening, and I was really working like hell. And suddenly Kees popped up and said, I have a marvelous idea, we have to make a chess game. And please forgive me, Madelon, but at that moment I really didn't like the idea at all, because we had almost spent all our money, we had spent all our time, and at least according to my opinion, also the concept was ready. So I didn't feel like having a chess game, and I tried to discuss with Kees, so why do we need a chess game, what is the reason, what has it to do in the context of the exhibition, and so on. And Kees, in a way, I mean, he didn't explain, he simply insisted on having this chess game. So I didn't have a chance, so we had to do it, and I didn't know exactly why. So the good thing is that Kees forced me to think a lot about this chess game, because I wanted to understand what is behind this chess game. And I can promise I could give a lecture tonight, but I will just share some thoughts. And maybe it's also good that Kees is in Singapore, because I can freely share my thoughts without being fired. I think what is obvious, and I think that has already been mentioned, is with the chess game there are some, let's say, personal links. And one, I'm not sure, one I think was not mentioned enough. I think you and Kees, you share a long friendship. You know each other more than 30 years. So for Kees, this chess game was also an opportunity to collaborate with an artist he admires very much, and also to work together with a very good friend. And I remember it was the night before the opening, I think, in the NI8, which is I think the biggest architecture museum in the world, as far as I know. It's a big hall in Rotterdam, and there is a children's corner where usually the children's play. And you and Kees were sitting in the children's corner on very tiny stools and painting these chess figures. I'm not sure if you have the photographs. Otherwise, I will send it to you. And what also has been mentioned already is, of course, let's say, the link between the chess game and Delirious New York. And this is, of course, also, let's say, where Kees' professional career is rooted, because he was one of the first members of OMA. And I think a lot of his understanding of urban design is also rooted in this brilliant analysis of Manhattan by Rem Koolhaas. So I think there's also this professional link. And when I was thinking on the chess game, I found out that actually in the chess game there are some of the most important, let's say, design principles of Kees' understanding, kind of the most important design convictions. And I will spend maybe some more minutes to just share these ideas, because then I guess this chess game is also a metaphor for Kees' understanding of urban design. The first is a very simple one. When students come in our studio and want to make design, Kees always tells them urban design is like simultaneous chess. So what you want to say is that don't consider urban design as a linear decision-making process. It's not just having a sketch and then from this point on, start working, and in the end you have a marvelous design. For Kees, urban design is a very, very complex process. It's going back and forth, it's not linear, it's complex, it's even irrational. And if you want to succeed as urban designer in this complexity, you have to act like a simultaneous chess player who's playing with different stakeholders at the same time. So it's a little bit like a game, but of course the goal of the game is to win as many games as possible to sort of bring your own design ideas through. And because urban design is so complex, especially in let's say, in a democratic society where you have to deal with so many different actors. Because it's so complex, there's another issue which is also related to the chess game. Kees always says, or tries to teach our students, that they should not try to fix all their ideas in a classical master plan. Because the master plan makes us believe that we could anticipate the future and that we could fix everything on a piece of paper and then it will be done as we have designed it. And of course, in terms of urban design, this is simply not true. Reality is too complex and the future is, let's say,
I mean, we simply cannot anticipate the future. So as soon as we draw master plans, we are kind of cheating ourselves. So Kees tries to teach our students to, instead of designing with master plans, to design with rules. So his idea is that if you want to achieve good urban design and if you want to achieve urban qualities, you may not use a master plan, but you may invent rules, and you make all the stakeholder plays according to your rules. So you're not relying on this vulnerable master plan, which might fail because the future is different than you have expected, but you have this set of rules, and if everybody is playing according to these rules, you can have a wonderful urban development later on. And this is, of course, also something which is related to the chess game, because I think the beauty of a chess game, and beside of let's say the great design of the figures, the beauty of the chess game is, of course, also inherent in the rules of the game. And then there's a last issue, and this was also already mentioned, is of course the two different types of figures. We have this 20th century modernist figures on the one side, and we have this postmodern 21st century figures on the other. And I never really understand why this decision was made, and I was always asking myself, on which side would Kees play? I mean, what would be his, would he play with the modernist figures, or would he try to kind of beat the modernists with the postmodern figures? And in the end, I remembered a third principle. Maybe it's not a principle, maybe it's more sort of wisdom or kind of statement, maybe. Kees sometimes makes, especially if he wants to cheat conservative Swiss architects, then he says, successful urban design doesn't care about good architecture. Successful urban design can even include the most horrible design ever. And this, of course, sometimes causes some irritation, especially among these accurate and well-educated architects, because they don't like the idea that their design is not really necessary to have a good urban plan. And of course, Kees is it's kind of provocation. I'm not sure if Kees really believes in it. I know that, of course, if he has the chance to work together with a good architect, he would prefer doing this, like with the chess game and you, Madelon. So it still needs to be proven if this is true or not. But anyway, after this brief lesson on urban design, I hope that all the visitors who did not get this kind of manual, that they simply use this chess game as what it is. It's simply a beautiful chess game. Thank you. Pour terminer, j'invite l'instigatrice de cette exposition, la directrice de la galerie Mackintosh, Lucie Mackintosh. Bonsoir. Je vais d'abord remercier Béatrix Boillat, Véronique aussi, et Cyril Veillon, qui est directeur de l'Archizum et qui en plus il est mon mari, d'avoir orchestré si bien cet événement ici. Je pense que c'est vraiment très important d'avoir cette pièce de Madelon dans le Rolex Learning Center parce que ce bâtiment il marque aussi l'histoire de l'architecture. Je crois aussi que l'approche que Madelon il y a sur son travail et sur l'architecture, la lecture psychologique qu'elle fait de l'architecture, elle est vraiment très liée au genre. Et ça, on peut le voir dans ce bâtiment qui a été construit par une femme. J'espère beaucoup encore, ces trois espèrent, qu'elle puisse entamer, créer une collaboration avec les PFM. Et une des raisons, c'est sa capacité qu'elle a d'inspirer des architectes et pouvoir travailler avec eux avec une très étroite collaboration, soit avec Rem Koolhaas, avec Kees, et aussi en ce moment, Madelon travaille avec les grands paysagiste et architecte Charles James. Tout ceci, le fait que j'ai travaillé avec elle dans la création de l'exposition qu'on a fait l'année passée, où le chess game il a été présenté à Lausanne,
a été extrêmement visité et provoqué des réflexions dans tout le monde qui est venu. On a eu des étudiants de la EPFL, on a eu beaucoup de gens de Zurich qui sont venus, et puis ça me rappelle toujours cette multidisciplinarité avec laquelle Madeleine travaille pour surtout faire sortir de nous, de tous nous, les meilleurs qu'il y en a. C'est un plaisir d'avoir cette pièce ici. J'espère qu'il vous va inspirer, mais aussi c'est très important, il faut la traiter délicatement. Ce n'est pas un jeu pour les enfants, c'est un jeu aussi pour les enfants un peu plus vieux. Merci. Pour terminer, mesdames et messieurs, j'aimerais adresser quelques remerciements avec Béatrice Boyard, donc ma collègue des affaires culturelles et artistiques. On aimerait remercier le président de la commission culturelle, M. Jean-François Ricci, et les membres de la commission culturelle qui ont accueilli le projet de cette exposition. Surtout M. Cyril Veillon, qui a été l'artisan de cette présentation et qui a géré en plus la logistique de cette exposition. M. Frédéric Tess, qui s'est engagé avec enthousiasme et qui a participé au montage du Chess Game. L'équipe de Mediacom, qui relaie cet événement sur le campus au travers de tous les supports médiatiques. M. Christophe Barras et son équipe du SAV, qui assure la sonorisation de notre vernissage. Et l'équipe de Maureen Descoster, qui assure l'accueil des visiteurs et des events ici sur le campus. Je remercie aussi le cuisinier du Haut-de-l'Air, qui est en train de nous préparer des focaccia qui vont être servis incessamment. Donc, nous allons passer directement à l'apéritif. Merci beaucoup et belle soirée à vous et bon jeu. I came into Lausanne by Flon. Je le savais avant les oui. Voilà. Je suis dans c'est pas mal là. Vous savez de quoi il s'agit un peu. The only nice part, the only fun part of the building is over there with the loop and the beanbags, where some lovers are going at it. Yeah. Oh yeah.